Je suis Jade Jevaux, fondatrice du programme Vivre éveillé et facilitatrice de retraite spirituelle. Ma mission ici, c'est de t'accompagner afin de te créer une vie qui te plaira véritablement, quitte à bousculer parfois les codes, même ceux de la spiritualité. Merci d'avoir rejoint le podcast et belle écoute à toi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer Victorine Boyer, qui est une personne qui est très connue sur les réseaux comme TikTok et Instagram. C'est une femme qui a transcendé 2 cancers, un de l'utérus et un du sein. Je l'interviewe pour comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur d'elle, tout le cheminement qui a eu lieu spirituellement et physiquement. Victorine a le mérite d'être une humaine qui sait se montrer humaine, qui a le cœur grand ouvert et qui n'hésite pas à la fois à jouer les belles gosses toutes maquillées sur les réseaux, comme d'aller prendre de son temps pour aller informer dans les classes des écoles les enfants sur les répercussions du cancer et sur la prévention qu'on peut avoir à ce sujet. Elle est également d'une spiritualité et d'une sagesse très profonde. Vraiment honorée d'avoir pu être le recueil de la sagesse de cette expérience douloureuse et en même temps pleine de transcendance qui nous partage Victorine. Je te souhaite une très belle écoute et ça démarre sans transition. D'avoir pu, autour d'un sujet aussi délicat, en parler, le rendre populaire et avec à la fois simplicité, avec, je crois qu'on peut dire, amusement malgré la lourdeur du sujet et puis avec de l'humanité, de l'humour, enfin tout ce qu'on voit jamais. Du coup, je me suis dit, je pense que même je suis pas sûre que tu te rendes compte quelle force il faut pour pouvoir ne serait-ce que briser tous ces codes. J'ai supposé que c'était naturel pour toi. Mais bon, on va un peu le découvrir. Alors, je te laisse nous introduire qui tu es et puis ton parcours. Après, je te poserai mes questions. Alors, moi, c'est Victorine. J'ai eu un premier cancer, du coup, à l'âge de 27 ans, un cancer de l'utérus. Et ensuite, j'ai eu un cancer du sein, du coup, à l'âge de 30 ans, à un stade assez avancé. Et de tout ça, en fait, je me suis un peu lancée sur les réseaux pour en parler, notamment, déjà pour moi, pour me faire du bien, extérioriser. Et c'est vrai que j'ai fait d'une manière assez humoristique et ludique, parce que malheureusement, on arrive dans une époque où les gens ne s'intéressent pas au sujet s'ils sont graves et larmoyants, parce que les gens vont sur les réseaux aussi pour s'évader, pour lâcher un peu du lest par rapport au quotidien de la vie. Et du coup, j'avais besoin un petit peu d'éduquer et de montrer un peu comment ça se passait. Et l'humour, ça a été un petit peu ma petite touche perso, on va dire, pour le traiter. Aussi, c'est un peu comme ça que je me défends, c'est-à-dire qu'il y a une part de moi, en fait, qui a besoin de tourner ça à la rigolade aussi, parce que c'est ma façon de me protéger. Voilà, aussi, faut l'avouer. Oui, c'est quelque chose qui est assez... Je sais pas si c'est si connu que ça, mais qu'on observe en psychologie. Le rire, c'est une façon de dire ça va, c'est pas grave. Et c'est vrai que le fait que culturellement, sociétalement, on dit que c'est grave, quand ça nous arrive à nous et que tout le monde en rajoute des couches avec c'est grave, je trouve que effectivement l'humour, c'est un très bon outil pour calmer un peu ça et puis se dire, bon, en fait, il s'agit de moi, il s'agit d'une maladie, et puis il y a des choses qui sont en place pour ça, donc ça va, on peut se détendre un petit peu. C'est ça, en fait, j'ai voulu aussi, j'ai voulu m'en amuser, parce que je me suis dit, il y a certaines occasions qui se représenteraient jamais par rapport, par exemple, notamment à la perte de cheveux. J'ai fait des actings un petit peu rigolos à ce sujet-là, parce que, en fait, pour moi, je l'ai vu comme une occasion, et puis, on est malade, mais on n'est pas encore parti, donc autant vivre pleinement. Et il y a quelque chose, en tout cas, qui est primordial pour moi, c'est qu'on a toujours le choix de savoir comment on veut prendre les choses. Et moi, j'ai voulu prendre avec humour, voilà. Et ça, c'est déjà quelque chose que tu avais, on va dire, en toi assez naturellement, ou peut-être que tu avais cultivé par ailleurs, ou c'est un truc, justement, ce chemin t'a amené, et tu t'es dit, ok, on a le choix, comment je vais prendre ça? Comment ça s'est passé pour toi? Tu veux dire au début, quand je l'ai appris, cette phase d'humour? C'est ça, en fait, je me suis dit, il est là, cet enfoiré, et du coup, je vais pas le laisser faire, et justement, en fait, je vais m'amuser de tout.
plus ou moins. Attention, il y a des phases qui sont très compliquées, ça, il faut pas le... faut en parler aussi. Mais non, ça m'a permis d'extérioriser mieux comme ça, on va dire. Ok. Moi, ça s'est présenté un peu comme solution presque. Ouais, c'est ça en fait. J'ai voulu en rire parce que je voulais dédramatiser les choses. Ça surtout. Vis-à-vis de ma famille, par exemple. Hein. Voilà, je voyais qu'ils étaient mal, que c'était compliqué. Je culpabilisais un petit peu d'être tombée malade parce que du coup, je faisais souffrir tout le monde alors que j'en avais pas envie. Et du coup, faire le clown, c'était un peu ma façon de montrer hey, ça va, ça va malgré tout. Bon, même si des fois, ça n'allait pas toujours, hein, mais ouais, c'est ça en fait, m'en amuser. Mais je trouve que tu as su trouver une justesse justement dans... Je dédramatise, en même temps, je me rappelle d'une vidéo de toi à l'hôpital qui disait bon bah là, là c'est pas facile et je suis assez épatée de cette justesse là en fait que moi en tant que thérapeute j'ai dû apprendre, j'ai des outils et tout ça et je me dis waouh cette femme elle prend la caméra et elle plonge pas dans c'est pas grave ou c'est un drame. Et elle nous amène toute son humanité. Et alors, tu vas peut-être trouver que j'en fais des caisses, mais bon, c'est vraiment mon ressenti. Je me suis dit, moi je suis une personne qui est assez branchée spiritualité, et je me suis dit, mais on va vouer tout un culte à des gourous, des maîtres et tout ça. Et je me suis dit, mais c'est des humains comme Victorine qui, pour moi, sont des vrais maîtres. Parce que sur Instagram et sur TikTok, donc dans l'air du temps, un truc qu'on nous dit c'est superficiel, parce que sujet hyper touchy et si tu viens avec une justesse, je me dis, j'imagine que tu as dû toucher des milliards de femmes et leur apporter des déclics que leur médecin était incapable d'apporter. Et je me disais, mais waouh quand même. C'est vrai que vu comme ça, je m'en suis pas aperçue. Je le faisais aussi un peu pour moi. Voilà, pour en parler, c'était un peu mon journal de bord. Ouais. Donc je touchais des sujets en fait qui étaient importants pour moi sur le moment en fait hein, ça a été de tout à rien et c'est vrai que finalement je pense que les gens s'y sont retrouvés parce que c'était des sujets qu'on n'abordait pas forcément au-delà de la maladie en général, je veux dire toutes les complications liées à ça voilà en fait on n'est pas au courant de tout ça ouais. Et du coup je trouvais ça important aussi d'en parler mais encore une fois de façon un peu plus, on va dire, légère. Ouais. Tu t'es posé la question, enfin je pense, mais je veux une confirmation, est-ce que tu t'es posé la question du sens à un moment? Bien sûr. Alors, comme tu sais, moi je suis un peu dans la spiritualité aussi, et je me suis dit, c'est quand même bizarre que je tombe malade, surtout des attributs féminins. Il y a vraiment quelque chose qui doit être à travailler du moins et je me suis posé beaucoup de questions vis-à-vis de ça. J'ai remarqué que la plupart des femmes qui tombaient malades de cancer, enfin surtout de cancer du sein, avaient tendance à s'oublier. C'est-à-dire qu'on n'a même pas conscience qu'on existe dans ce monde et en fait on vit pour les autres, pour faire plaisir et en fait on apporte tout et on donne tout pour les autres mais on ne se considère pas nous-mêmes. Donc en fait en faisant ça, on est en train de ne plus exister tout simplement. La réalité vient en fait nous rattraper parce qu'on pense comme ça, parce qu'on ne se considère pas. Et en fait, j'ai travaillé là-dessus, quoi. En fait, je me suis dit, je suis légitime d'exister, de vivre comme les autres. C'est-à-dire que même quand je parlais à des gens, j'avais même pas conscience que les gens pouvaient me voir. En fait, c'était très bizarre. Hein. Non, mais je pense que je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est parlant. Et donc, du coup, c'est vrai que je me suis aperçue un peu de ça, ouais, justement. Comment t'en es arrivée à cette déduction-là ? Alors, ça m'est arrivé lors d'une méditation. En fait, j'étais arrivée à une période dans la maladie qui était hyper compliquée parce que au-delà de la santé qui n'était plus là, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon fiancé, j'ai perdu mes amis, il a fallu que je retourne chez mes parents. Mon travail, j'étais auto-entrepreneuse, donc il a fallu que j'arrête. Donc en fait, je suis retournée dans ma chambre où j'ai vécu toute mon enfance, à mes 30 ans, sans projet, enfin plus rien. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais à quoi bon vivre ? Et j'avoue que, pour être honnête, j'y ai pensé fortement, en fait, à arrêter. Et ça a été assez compliqué parce que, quand je dis penser fortement, c'est-à-dire que je l'avais déjà calculé. J'avais pensé m'éclipser dans la nuit et faire ça au dehors de la maison. Et bizarrement, j'ai reçu un appel
d'une amie à moi qui est un peu dans le magnétisme, les énergies, tout ça, et qui m'a dit demain, je fais venir un moine tibétain chez moi pour une séance de méditation, il faut que tu viennes. Je me suis dit, c'est bizarre. Au moment où je vais lâcher l'affaire, bizarrement, il y a un truc comme ça qui se présente à moi. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et en fait, j'ai été à cette séance de méditation. Donc, il avait ses bols tibétains, tout ça. On est rentré en méditation et le sujet, c'était la maladie. Et de là, je suis rentrée un peu en introspection dans ma méditation. Où je me suis dit, mais pourquoi je suis tombée malade Il y avait aussi une blessure d'abandon qui était très présente vis-à-vis de mon ex-fiancé. J'avais l'impression ouais, c'est ça, de pas être légitime, d'être aimée, d'exister, etc. Et en fait, j'ai eu un électrochoc pendant cette méditation en me disant, mais tu ne peux pas être abandonnée étant donné que tu es là pour toi-même. Et c'est comme si, en fait, tout d'un coup, j'ai vu la personne que j'étais et je me suis dit, non, mais c'est vrai, en fait. Et en fait, j'ai eu vraiment un déclic. Voilà, et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai compris pourquoi j'étais un peu tombée malade, enfin, de mon point de vue, attention. Hein. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, en le travaillant, ça va le faire, quoi. Ça va le faire. Donc, en gros, lâche pas l'affaire, étant donné que t'es ta priorité, t'es une personne hyper importante pour toi-même, et il serait peut-être temps, en fait, de prendre soin de toi de cette manière-là, en fait. Ça me met des frissons. Ok. Et comment dire qu'est-ce que ces éléments... Bon, du coup, c'est pas rien déjà, ça t'a ramené, on va dire, à la vie, donc en soi, c'est déjà pas anodin. Mais comment t'as réussi à te servir de ça dans ton parcours de guérison? Parce que je me mets à ta place et je suppose que t'as tout ce parcours médical à l'hôpital, un peu froid, incisif et qui fait son job. Et du coup, t'as ces déclics spirituels, méditatifs. Comment t'as réussi à faire collaborer les deux? Alors en fait, je me suis aperçue que c'était dans la souffrance qu'on apprenait le mieux. C'est-à-dire que chaque expérience qu'on vit dans la vie, que ce soit la maladie, le deuil, les ruptures amoureuses, parce qu'il n'y a pas de degré à la souffrance. Hein. Clairement, moi, j'ai plus souffert de ma rupture amoureuse que de mon cancer. Hein. Voilà. Et en fait, je me suis aperçue que tout ça nous servait à nous donner en fait des électrochocs. Et en fait, c'est soit tu choisis de te lamenter sur ton sort et de continuer là-dedans et être dans la souffrance, ce qui est délicat en fait au quotidien. Enfin voilà, on a vite envie de passer l'arme à gauche. Et moi, je me suis dit non, en fait, je déteste souffrir. Enfin, de toute façon, qui aime souffrir? et en fait, je me suis dit non, il faut que j'essaye de rebondir là-dessus et du coup, je partais beaucoup en introspection justement pour chercher pourquoi j'avais certaines émotions qui arrivaient, c'est-à-dire pourquoi je me sentais frustrée, pourquoi je me sentais en colère. Et en fait, de là, même quand j'avais trouvé cette émotion, j'allais vraiment voir au fin fond de moi-même d'où ça venait et quel trauma j'avais subi. Et j'étais hyper loin en fait dans mon introspection, c'est-à-dire qu'il y a même on va dire des souffrances que j'ai vécues dans d'autres vies qui étaient revenues et qu'en fait j'ai essayé de régler tout simplement parce que à partir du moment où tu prends conscience qu'il y a eu un impact dans ta vie, que ce soit par les mots, par la souffrance physique, je veux dire si on s'est fait taper dessus ou quoi que ce soit, et bien tout ça c'est ancré en nous si on le libère pas. Donc il faut entre guillemets accueillir ce mal-là pour trouver l'émotion qui nous fait réagir et en fonction de cette émotion-là, savoir qu'est-ce qu'on en fait et comment cette déduction en fait de nous dire ok c'est là mais c'est ok. Enfin je veux dire je suis pas un bourreau, je suis pas une victime non plus ni une esclave tu vois et je vais arrêter en fait tout ça parce que je n'en veux pas parce que ça ne correspond pas à ce que je veux finalement. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai travaillé comme ça quoi. Ça me parle énormément, c'est vrai, ça fait vraiment sens, en tout cas avec ma vision des choses. Mais tu dis quand même, tout simplement, t'as fait ça toute seule ou tu t'es fait accompagner? Parce que je me dis, elle est badass jusque-là. Non, alors il y a beaucoup de choses que j'ai fait toute seule au départ, parce que j'ai ce tempérament-là. C'est-à-dire que moi, la spiritualité, ça s'est ouvert à moi un petit peu... comme ça, hein, c'est arrivé d'un coup, j'ai commencé à voir des choses, etc. Et à l'époque, donc ça date quand même, ça fait plus de 10 ans. À l'époque, c'était pas aussi ouvert là-dessus sur le sujet, donc il a fallu que je me renseigne toute seule, que
que je m'éduque toute seule là-dessus, que je lise des livres, que je rencontre des personnes. Et en fait, j'ai remarqué aussi qu'on était notre meilleur professeur finalement. Parce que on peut entendre des choses à droite, à gauche, mais des fois ça résonne pas toujours avec nous. Et je pense qu'il est important de prendre plusieurs informations pour nous faire notre propre réalité qui correspond vraiment à ce qu'on veut. Donc moi après j'ai essayé de trouver un peu les manières de faire de moi-même. Par contre, sur l'après, là, un an après le cancer, justement, je suis partie dans une sorte de petite dépression où j'ai commencé à faire des crises d'angoisse et tout ça, alors que je pensais que j'avais réglé les choses. Et finalement, pas encore, enfin, pas totalement, parce que forcément, c'est difficile de se voir. Par rapport aux autres, il y a des gens qui vont nous sentir plus mal que nous, on se le voit. Des fois, on se voit de la face. On veut pas voir les choses. Et là, j'ai commencé à me faire aider. Mon psychologue, j'ai testé, c'est pas pour moi. C'est pas mon délire. J'ai été voir une hypnotiseuse aussi, où on a essayé de voir aussi tout ce qui était attrait à la féminité, parce que, encore une fois, j'ai de gros soucis à ce niveau-là. J'ai été voir une sophrologue aussi. Et ensuite, là, j'ai fait une retraite spirituelle Vipassana. Là, c'était mon moi intérieur qui voulait plus que tout faire cette chose-là, sans savoir si j'en étais capable ou pas. C'était très fastidieux, mais en fait, je ressens vraiment grandi, quoi. Ça, c'est clair et net. Donc, en fait, je pense qu'il faut écouter ses intuitions. Si psychologue, ça correspond pas à ce qu'on veut, ou inversement, l'hypnose, ça ne correspond pas. En fait, il faut voir encore une fois les meilleurs thérapeutes et ce qui résonne avec nous. Mais se faire aider, c'est pas une tare. Voilà. Oui, c'est vrai que, alors, vu que je baigne dedans, des fois j'oublie, mais certains commentaires sous mes vidéos, des fois me rappellent oui, psychologue, je suis pas fou. Je dis non, mais on n'en est plus là. Effectivement, c'est carrément pour se sentir mieux. Et du coup, tu n'as pas eu que ton cancer du sein. Et j'imagine la claque que ça a dû être d'avoir du coup double bonus. Comment t'as vécu ça? Et du coup, je me dis, là, ça a insisté, j'imagine, sur la féminité. Je sais pas où tu en étais de ta réflexion par rapport à ton féminin à ce moment-là. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Non, je vais pas enchaîner mes questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors, en fait, mon cancer de l'utérus, donc c'était le tout premier que j'ai eu. Alors, heureusement pour moi, j'ai pas eu de gros traitements comme j'ai pu avoir pour le cancer du sein, donc j'ai pas perdu mes cheveux et tout ça. Je suis passée vraiment que par de la chirurgie. Sauf que c'était une chirurgie assez conséquente étant donné qu'on m'a tout enlevé. Donc, à l'âge de 27 ans, j'ai su que je ne pouvais pas être maman, en tout cas de manière naturelle. Et c'est bizarre parce que quand j'ai su pour mon cancer, alors forcément, ça remue beaucoup de choses. C'est la première fois qu'on t'annonce ce mot-là. Tout de suite, j'ai pensé à la mort, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, etc. Et j'ai toujours dit à ma mère, je fais écoute, cancer, ok, je vais m'en dépatouiller, on va se battre. Par contre, à partir du moment où on me dit il faudra enlever ton utérus parce qu'on ne peut pas avoir d'autre choix, là, ça va être très compliqué. Et ça n'a pas loupé, j'y ai eu le droit. Et sur le moment, je l'ai hyper mal pris. Parce qu'on a l'impression... ouais, c'est ça, c'est comme les hommes, du couple les coucougnettes et masculé, bah, c'est pareil pour une femme. On a l'impression à ce moment-là, j'avais cette sensation de ne plus servir à rien. Je me suis dit, on est quand même là, de base, sur cette planète pour... procréer, c'est le truc le plus basique que peuvent faire les animaux, les êtres humains, etc. Et en fait, j'en suis même pas capable. Et de là, ça a été très compliqué parce que c'est-à-dire que même quand j'étais dans la rue ou je sortais, j'avais l'impression que les gens voyaient à travers moi que je n'avais plus cet organe. Et j'osais même plus... parce qu'à l'époque, j'étais célibataire. Je suis souvent célibataire, j'ai l'impression. Et à cette époque-là, j'osais même plus aller voir les hommes. Je me disais, et puis dès qu'ils me parlaient, je fais non, mais laisse tomber, ça sert à rien, je pourrais pas te faire de gosse. Dégage, tu vois, mais t'es direct, je sais même pas. Et en fait, pour faire passer ce trauma-là, j'ai été voir une sophrologue qui m'a fait de la EMDR. Et en fait, ça a été assez incroyable parce que je suis partie dans une phase mais incroyable. Et en fait, j'ai compris que j'avais vécu la Kundalini avec elle. Je ne connaissais pas. Ah oui, mais je te dis, moi, il y a des trucs qui m'arrivent. Je ne savais même pas que ça existait quand elle m'a sorti ce mot-là. Je fais quoi? Kunda quoi? Tu vois? Et en fait, ça a été assez incroyable parce que ça a été très... c'est quelque chose qui se vit assez
C'est une expérience très, très, très forte à vivre. Et encore une fois, ma vision des choses a changé. J'ai grandi, mais en un coup, c'est comme si on m'avait enlevé un voile dans les yeux. Et ma sensibilité s'est décuplée et tout. Et en fait, j'ai compris, mais je me suis dit, mais Vic, c'est pas ça, en fait, être maman. Tu peux être maman de beaucoup de manières différentes, notamment, je veux dire, en ce moment, j'aide un peu au niveau de la jeunesse à de la prévention, etc. On va dire, pour moi, c'est ça, en fait. Être maman, c'est pouvoir donner de l'amour à des enfants ou à des jeunes, en tout cas. Et de la bienveillance. On n'a pas besoin de le faire au travers du sang. Je trouve que le pouvoir du cœur est plus fort. Et ça a été un déclic, en fait. Après, je dis pas que tout est réglé parce que il y a des fois certaines... on va dire quand je me suis fait une rétrospective de ce que j'aurais pu être en tant que maman et j'ai essayé de le dissoudre. C'est bizarre ce que je dis, mais en fait, d'enlever ses croyances. C'est-à-dire qu'on s'interprète dans le futur des choses, des projets, et quand ils n'arrivent pas et que c'est sûr qu'ils ne peuvent pas arriver, on en souffre. Donc en fait, tout ce que j'avais projeté dans ma tête, le fait de me voir enceinte, d'annoncer à quelqu'un qu'il allait être papa, etc., j'ai tout enlevé ces croyances-là. Mais il y en a auxquelles je n'ai pas pensé forcément, dans le sens où, par exemple, j'ai une cousine en ce moment qui est enceinte, et j'ai cette croyance de putain, nos enfants ne joueront jamais ensemble. Et tu vois, là, ça m'a fait un truc. Et je me suis dit, putain, j'ai pas bossé dessus parce que j'y ai pas pensé. Mais une fois que tu trouves, en fait, toutes ces projections que tu aurais pu te faire, et que tu arrives à te dire, non, mais c'est une projection, ce sera peut-être pas ta vie, mais tu vas vivre d'autres choses, peut-être beaucoup plus intenses, finalement. Oui. Ouais. Mais après, je me dis, il y a quand même un petit amalgame, je me sens obligée d'en parler, entre le je sers à rien et je peux pas être maman de sang, quoi. Parce que, pour le coup, justement, je démarrais l'interview en disant, mais waouh, tout ce que t'as apporté au monde, enfin, pour moi, à l'échelle de certains maîtres spirituels, parce que cet impact, déjà, il y a toutes ces personnes qui te suivent, et il y a ce message, cette humanité, cette transparence, et je me dis, à des yeux extérieurs, t'es très très loin d'avoir servi à rien. Je veux dire, je pense à un mec bedonnant avec son verre de bière dans le canapé, qui s'est peut-être démultiplié par des enfants. Je trouve qu'il sert moins. Ouais, mais à cette époque-là, j'avais pas conscience de tout ce que j'allais faire derrière, en fait. C'est ça qui est... tu vois, forcément, on est humain, on a des émotions et des croyances qui arrivent, et c'est normal, en fait, parce que on grandit et puis on apprend de nos erreurs. Mais sur le moment, en fait, j'ai eu vraiment cette croyance qui était là, qui était ancrée en disant « je ne servirai à rien ». Et finalement, quelques années plus tard, il se passe tout ça dans ma vie, et je me rends compte qu'en fait, il fallait que je me fasse confiance. C'est comme si des fois, et ça on l'apprend pendant cette retraite spirituelle de Vipassana, c'est très drôle, mais quand il y a des choses horribles qui t'arrivent sur l'instant T, tu te dis merde, je vais jamais y arriver. Et finalement, avec beaucoup de recul, tu te dis mais d'un côté, heureusement que c'est arrivé, parce que sinon, j'en serais pas là aujourd'hui. J'aurais pas évolué pareil. Et je le dis souvent, ça c'est hyper dur, hein, je sais que c'est hard, mais la maladie, je me dis, si je devais avoir un retour en arrière en disant est-ce que tu veux revivre cette vie-là, je dirais oui, parce qu'en fait, j'aurais pas appris tout ça. J'aurais pas appris le pardon, parce que c'est vrai que tu vois, j'ai pardonné à mon ex dernièrement. Je savais pas que. Oui, non, mais tu vois, je savais pas que j'étais capable de ça. Alors que moi, j'ai un caractère de merde, hein, faut le dire. Je suis pas Sainte Marie, Ave Maria, tu vois. Je fais Vipassana, mais voilà. Mais oui, non, mais franchement, j'ai un caractère de merde, moi, quand j'étais mais ça a rien à voir, en fait. À quelque part, ouais. t'as un grand cœur. Ouais, mais j'avais pas conscience que je pouvais faire ce genre de choses. Tu vois, parce que quand t'es en sale caractère, des fois tu te dis non, je suis rancunière, j'ai pas envie, machin, etc. Et en fait, j'ai réussi à le faire, mais parce qu'encore une fois, c'était une souffrance pour moi de pas pardonner. À mon grand désespoir, l'enregistrement de l'interview de Victorine s'est arrêté ici. Si tu souhaites le retrouver dans son intégralité, tu pourras cliquer sur un live qui apparaît sur mon Instagram avec une très jolie photo d'elle. J'espère que cette première moitié d'interview t'a déjà réjoui les oreilles et je te retrouve bientôt pour un prochain épisode.